Vous êtes sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Buenos días. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à toutes et à tous, ils sont dissipés. Bienvenue dans Ils refont la France, c'est tous les vendredis soirs et c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Un peu notre Erasmus à nous, notre auberge espagnole. Ça, c'est une spéciale dédicace pour vous, Juan Rosé, avec ce soir. Hallo, ich bin Birgit Holzer, deutsche Journalistin. Bonsoir, Richard Verly du quotidien suisse Blick. Bonsoir, Paolo Levi de la presse italienne. Buonasera, on dit dans votre langue. Hola, buenas tardes, Juan José Dorado, corresponsal espagnol, et j'ai pas mon masque des Zorro, j'ai oublié. Ah oui, votre masque, oui, Don Diego de la Vega. Allez, sommaire ce soir, le président Sarkozy, c'est le mis en examen le plus célèbre de France. Vous allez nous expliquer ça, Richard Verly. Arménie, la France en a-t-elle fait assez? L'invasion des punaises de lit, ça pourrait être le titre d'un film catastrophe, mais c'est apparemment ce qui se passe en France. Et puis Antoine Dupont, le nouveau héros des Français. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Alors Nicolas Sarkozy, doublement mis en examen aujourd'hui pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée dans l'affaire libyenne et pour recel de subordination de témoins après le revirement de Ziad Takieddine fin 2020. Vous savez, Ziad Takieddine, c'est le sulfureux homme d'affaires qui a affirmé avoir remis 3 valises de cash provenant de Libye à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. Écoutez, une valise comme ça s'ouvre comme ça et l'argent est dedans. Voilà, et puis après il s'est rétracté. Alors depuis mardi, les juges, je savais que ça vous plairait ce petit son, Juan Rosé. Depuis mardi, les juges interrogeaient Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007. Et cette semaine, l'ancien président était chez nos confrères de BFM TV. J'ai été interrogé des centaines d'heures, perquisitionné, mis en garde à vue. Ça fait maintenant 10 ans que je suis examiné sur toutes les coutures. Alors, pas nécessairement que dans cette affaire-là, mais bon, c'est la 5e mise en examen de Nicolas Sarkozy depuis la fin de son mandat. Richard Verly, ça vous fascine ? Oui, ça me fascine et ça m'attriste quand même énormément pour la politique française, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un spectacle accablant. Cette descente aux enfers judiciaires de Nicolas Sarkozy qui n'en finit pas, et il faut rappeler qu'il a déjà été condamné dans l'affaire des écoutes téléphoniques, condamné en première instance, condamné de nouveau en appel, il est maintenant en cassation. Alors bien évidemment, il y a la présomption d'innocence, mais je crois que on parle là d'un chef de l'État, un chef de l'État qui à un moment donné, il faut bien le dire, notamment pendant la crise de 2008, avait été à la tête de l'Europe assez brillant, il avait été reconnu pour sa capacité, et depuis ça n'arrête pas, et je ne vois pas personnellement comment, avec autant de casseroles judiciaires, Nicolas Sarkozy et la fonction qu'il a occupée quelque part pour en sortir indemne. On a eu à une époque l'affaire Berlusconi en Italie, notre ami Paolo pourra en parler. Il y a Donald Trump devant les tribunaux, il y a maintenant Nicolas Sarkozy également, ce feuilleton judiciaire. C'est triste pour la France d'être dans ce trio-là. C'est triste pour la France, Birgit Holzer. Ça arrive en Allemagne ? Non, c'est pas pareil en Allemagne, effectivement. Bon, il y a des casseroles aussi, mais on n'a pas de figure qui, effectivement, a autant de soupçons, en fait. Et je pense que ce qui m'attriste aussi, c'est que dans sa manière de se défendre, il parle toujours d'acharnement, il dit toujours que c'est quasiment des procès politiques, et tout ça, ça remet en cause la justice, en fait. Et c'est très, très grave, parce que ça veut dire qu'il fait croire que c'est quasiment des opinions. C'est pas des opinions, c'est la justice, c'est des enquêtes, et c'est des faits qui lui sont reprochés, et lui, il continue à donner des interviews, à écrire des livres, et à donner son avis aussi, à avoir un poids politique. Et ça se mélange, ça me paraît vraiment dangereux, oui. Ça vous choque, Juan José Dorado, cette mise en accusation de la justice ? Alors je pourrais vous dire, ça me choque. Non, ça me choque pas parce que c'est pas du tout la première fois. On a eu déjà un Premier ministre, Laurent Fabius, qui avait été mis en cause à un moment donné et que ça commence à dater quand même. On a eu des ministres qui l'en étaient pas par la suite, des ministres en fonction aujourd'hui. Les cas Dupond-Moretti, par exemple, qui a été mis en examen. Il y a le cas Sarkozy, il y a eu le cas Chirac à un moment donné, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Donc ça me choque pas. C'est pas le premier président de la République poursuivi en justice, condamné en 2011 pour les emplois fictifs
respectif à la mairie de Paris, Jacques Chirac, l'ancien mentor de Nicolas Sarkozy, avait été le premier chef d'État français sanctionné par la justice depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça ne me choque pas parce que depuis que je suis en France, c'est devenu une espèce d'habitude en France. Et je suis d'accord avec Birgit que vous regardez du côté de l'Allemagne, c'est pas le cas. Vous regardez du côté de l'Espagne, c'est aussi. Il n'y a jamais un président qui a été ni en exercice ni par la suite mis en examen. À un moment donné même, il y a eu le président en exercice, Mariano Rajoy, juste avant Monsieur Sanchez, qui est allé dans un tribunal en tant que témoin, et pour éviter la photo d'avoir un président dans sa box, on lui a mis un fauteuil à côté. Pour qu'il ne soit pas à l'intérieur du box, pour vous dire l'importance qu'on donne aussi dans les autres pays à l'image. Et donc c'est pour ça ne me choque pas, mais par contre, effectivement, pour la politique française, je ne sais pas ce que ça dit de la probité des politiques en France. Vous ne savez pas ce que ça dit de la probité des politiques en France ? Je préfère ne pas le savoir. Sérieux ? Ah ouais ? Alors, qu'est-ce que ça dit de la probité des hommes politiques en Italie ? Écoutez, parce que vous avez eu le président Bunga Bunga. On a eu 20 ans de berlusconisme, oui. Et donc on a l'habitude, disons, d'avoir des hommes et des femmes au sommet de l'État qui ont pu avoir des ennuis judiciaires, surtout Silvio Berlusconi, qui est récemment disparu et qui pendant des années a eu des problèmes judiciaires, des problèmes qui en fait torpillaient aussi son activité au gouvernement. Donc c'était encore plus grave, parce que si toi tu as un Premier ministre qui est censé devoir gérer les affaires d'un pays, il ne peut pas dépenser la moitié de son énergie, de sa quotidienneté pour résoudre ses affaires personnelles. Ici, la question de Sarkozy est moins grave actuellement, dans le sens que Sarkozy est sorti de la vie politique. Il est oui. Voilà, un homme à la retraite, ou presque, et il faut absolument toujours répéter qu'il y a en France et en Italie aussi, et heureusement, la présomption d'innocence jusqu'au bout. Il y a 3 niveaux de jugement, et on va voir, certes, les affaires Big Maillon, Bismuth, l'attribution du mondial au Qatar, maintenant cette enquête sur de possibles manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen. Bref, ça commence à faire beaucoup de pain sur la planche. Une pause. Ah, Richard ? Oui, juste, les termes sont quand même terribles. Participation à une association de malfaiteurs en but de fomenter une escroquerie, si je ne me trompe pas. En bande organisée. Association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée. Avouez que les termes sont absolument accablants. Allez, une pause. Et dans un instant... Oui, la France... En fait, là, c'est pour l'Arménie. On en parle tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Birgit Holzer, Richard Verlier, Juan José Dorado et Paolo Levi. La situation reste précaire car il manquait déjà des logements en Arménie. Et là, avec l'arrivée de plus de 100 000 personnes, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de logement pour tout le monde. Certains réfugiés ont obtenu des logements de la part du gouvernement. Souvent, ce sont dans des villages qui avaient été abandonnés lors de la dernière guerre. Mais beaucoup de personnes sont encore sans maison. Moi, par exemple, je vis pour l'instant chez de la famille, mais c'est une maison sans eau ni chauffage. À peine 2 semaines après le lancement de l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre la République du Haut-Karabakh, une république qui était autoproclamée en 91 à majorité arménienne, 100 000 personnes donc sur 120 000 estimées dans ce territoire ont pris la fuite en direction de l'Arménie, qui dénonce une opération de nettoyage ethnique. Richard Verlier, qu'est-ce que vous pensez de la réponse qu'a donnée la communauté internationale ? L'Arménie n'est plus défendue par ses soutiens habituels. L'a-t-elle jamais été Oui, elle l'a été quand même davantage. Ah bon ? Ses soutiens habituels étant essentiellement les pays d'Europe de l'Ouest, et parmi ces pays, notamment la France, compte tenu de la place de la diaspora, compte tenu de l'histoire, compte tenu aussi, il faut le citer, je crois, de la figure tutélaire qu'était Charles Aznavour. Il est disparu, mais on peut imaginer que si cette situation se passait alors qu'il serait toujours vivant, on l'entendrait beaucoup. Je crois que la réelle politique, la raison d'État est passée par là,
y compris en France et malgré les déclarations officielles. On a besoin en Europe, à l'approche de l'hiver, du gaz de l'Azerbaïdjan. L'Arménie maintenant... Qui passe par l'Azerbaïdjan, en tout cas. Tout à fait. Donc on a besoin du gaz de l'Azerbaïdjan, qui a décidé d'en finir avec cette sécession du Haut-Karabakh, qui a le soutien de la Turquie, et on ne peut pas se fâcher avec M. Erdogan. Bref, je vous la fais courte. Les Arméniens sont le dos au mur, et je ne crois pas qu'on va aller les secourir. Bien sûr, il y aura une médiation, des négociations, mais pour ce qui concerne le Karabakh, et au-delà, pour ce qui concerne la situation de l'Arménie, j'avoue qu'il y a matière à être inquiet. Alors, la France a été critiquée pour son immobilisme. Écoutez Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, chef de diplomatie, qui s'est rendue mardi en Arménie pour réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité du territoire. Écoutez-la. Lorsque j'entends dire que la France n'aurait pas été active ou qu'elle a vu la situation trop tard, je veux m'inscrire en faux. Je crois qu'elle a été active plus que d'autres et depuis plus longtemps. Et qu'elle est aux côtés de l'Arménie plus que d'autres. Et depuis plus longtemps. Alors ça, on va appeler ça un dialogue diplomatique, Juan José Dorado, parce qu'en fait, la France a quand même donné son accord à Erevan en vue de la livraison de matériel militaire. Mais quels sont véritablement les objectifs de Paris, Juan José Dorado aussi? Déjà, la France était en retard, comme toute l'Europe. Tout le monde était en retard pour porter l'aide. Oui, mais comme le disait Richard, il y a Charles Aznavour. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a une grosse communauté, une grosse diaspora arménienne, et que donc la France est comment dirais-je, plus impliquée dans la... C'est pour ça qu'il est incompréhensible que la France ait mis autant de temps à réagir. Et ce n'est pas parce que Mme Colonna est allée il y a quelques jours du côté d'Erevan qu'on va trouver des solutions. Ce n'est pas la réunion de M. Scholz, M. Macron avec le Premier ministre ou le président de l'Arménie qui vont trouver des solutions du côté de Grenade. La réalité, c'est qu'effectivement, la France n'a pas su réagir et on attendait plutôt que ce soit la France première à réagir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la France, Ronan ? Ça a été, comme disait Richard, le principal soutien a toujours été la France. Je ne parle plus de Charles Aznavour. Et en plus, vous avez la Russie qui se fâche aussi avec l'Arménie parce qu'ils ont ratifié son entrée dans la Cour pénale internationale pour l'Arménie, et on les a laissés tout seuls. C'est vrai qu'il y a l'histoire du gaz, c'est vrai qu'il y a l'histoire de l'Ukraine, c'est vrai que la politique, de toute façon européenne, de M. Borrell, puisque c'est lui le haut-commissaire à la politique européenne, est loin de faire l'unanimité, que ce soit sur ce dossier, sur l'Ukraine ou sur d'autres. Paolo, vous trouvez la France nulle dans ce dossier ? Mais non, mais c'est un dossier quand même très très complexe. Il y avait hélas déjà plein de fronts ouverts aujourd'hui dans le monde, et vraiment ça c'est la guerre de trop, je trouve. Donc non, elle n'est pas nulle, la France. Et c'est vrai que dans son histoire, elle a eu quand même toujours un lien privilégié avec les Arméniens. Je vous rappelle aussi, par exemple, la France, sous Sarkozy, a été le premier pays occidental à pénaliser la négation du génocide arménien, justement parce que ici en France, et notamment à Marseille, il y a une communauté arménienne très très importante. Donc peut-être... comme tu dis, Juan José, ils se sont ouverts les yeux un peu trop tard, mais quand même, Colonna était une des seules dirigeantes ministres européennes à se rendre sur place. Il est question de livrer des armes, chose qui a fait enrager Bakou. Donc, c'est un travail difficile. La France fait ce qu'elle peut, Birgit Holzer ? Et l'Allemagne L'Allemagne ne fait pas ce qu'elle peut, en fait. Et si j'ai bien compris, Catherine Colonna aurait aimé être accompagnée par son homologue allemande, Annalena Baerbock, qui n'est pas venue avec elle. Peut-être aussi parce que, dans ce cas-là, elle aurait peut-être dû aussi annoncer des aides militaires ou autres, ce qui n'a pas été fait. Du coup, la France, peut-être elle est en retard, oui, mais peut-être la question se pose aussi ce qu'elle peut faire au sein de l'Union européenne. Ici, elle arrive à
encourager les autres à soutenir l'Arménie dans ce conflit terrible. Et effectivement, ça a été dit, il y a la question du gaz de l'Azerbaïdjan. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit en mars, lors d'une visite du président de l'Azerbaïdjan, que c'est un partenaire de plus en plus important, etc. Donc on sent surtout la réelle politique derrière tout ça. Ouais. On va voir le 18 octobre, il va y avoir l'intervention du Premier ministre arménien en face du Parlement européen. Je pense que ça sera l'occasion pour l'Arménie de lancer vraiment un cri d'alerte, d'alarme à l'Europe, et on va voir si l'Europe va être à la hauteur de la réponse. On est revenu dans un monde où les rapports de force sont implacables. C'est ça la leçon de la guerre en Ukraine. Et donc, moi par exemple, je n'ai pas dit que la France n'a pas fait assez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des limites évidentes à ce qu'un pays comme la France peut faire. Et c'est vrai que si le courage devait être quelque part, il doit être aujourd'hui du côté de Bruxelles, parce que c'est seulement si l'Union européenne, ensemble, décide d'exiger des choses de l'Azerbaïdjan, voire de la Turquie, qu'elle peut les obtenir. Malheureusement, certainement pas la France toute seule. C'est en tout cas un nouveau test pour les démocraties. Et c'est pas le... C'est clair, et n'oublions pas quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment, mais que l'Azerbaïdjan, grâce à l'argent de son gaz, a eu ces dernières années une diplomatie culturelle extrêmement puissante, en sponsorisant des expositions. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une grande exposition en plein centre de Paris, sponsorisée par l'Azerbaïdjan. Il faudrait quand même pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Une pause, et dans un instant... Quand j'ai dîné, eh ben, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Oui, ça me chatouille. Oui, c'est ça. Ça me gratouille bien un peu aussi. Voilà, ça chatouille et ça gratouille. La star de la rentrée, la punaise de lit, dans un instant sur RTL. À tout de suite. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec Birgit Holzer, Richard Verly, Juan José Dorado, Paolo Levi, Cassandre Janin et notre partenaire Courrier International. C'est un des plus vieux parasites de l'homme. Elles ont 98 millions d'années d'évolution de plus que nous. Elles étaient déjà là à l'époque des dinosaures. Elles ont commencé par les chauves-souris, puis quand on est rentré dans les grottes, on les a récupérées au passage. Alors cette petite musique, c'est le trio Hélico à cordes, et cette chanson, cet air s'appelle La Punaise, et je trouve ça génial. Donc c'est la star de la rentrée, cette punaise de lit, un témoignage que vous avez pu entendre sur cette semaine sur RTL. Quand j'en ai vu une, j'ai tout de suite su ce que c'était et j'ai sombré dans une dépression pendant une semaine. J'ai acheté pour presque 400 € de produits dans une boutique spécialisée. J'ai pris mes affaires, je les ai toutes mises dans des sacs hermétiques et on a loué des conteneurs frigorifiques avec mon mari. On les a congelés pendant 4 jours et on a traité au nettoyeur vapeur. On est à 1000 € au bas mot. Birgit, la tête de Juan José Dorado. Vous n'avez pas de punaise de lit en Espagne? Non, je n'ai pas. Mais j'adore la France parce que vous faites des psychodrames. C'est quand même merveilleux. Vous savez, j'ai fait ce matin une chronique pour la radio en Espagne et l'animateur, le journaliste me pose la question, me dit, tu sais Juan José, qu'on t'a eu à la radio pour Paris, ville sale. Paris envahi par les rats, la grève des ordures, et maintenant, les punaises. Oui, mais... Qu'est-ce qui se passe en France? Oui, qu'est-ce qui se passe en France? Je vous le demande. C'est à se poser la question. Mais ça nous a permis aux Espagnols aussi de se rendre compte qu'on a aussi des chinches. On dit chinches en espagnol, des punaises donc en Espagne, mais c'est vrai que pas au niveau qu'apparemment existe en France. Mais c'est vrai aussi que nos hommes politiques ne se sont pas du tout emparés devant les médias de cette affaire, parce qu'il y a eu quand même une espèce d'effet au parleur du moment où un Premier ministre, ou une Première ministre, ou un ministre... justement, les images de ces petits vampires qui ont infesté l'Hexagone ont fait le tour de la presse internationale, vous l'avez dit, Juan José, et ça c'est ce que nous explique notre partenaire Courrier International, une presse qui s'efforce d'expliquer le phénomène, mais qui aussi s'en donne à cœur joie, comme vous sans doute, Juan José. À propos de ce psychodrame français, il faut dire que l'affaire Richard a pris un tournant politique cette semaine. Écoutez cette passe d'armes entre Mathilde Panot, la patronne des Insoumis, et la Première ministre Elisabeth Borne. C'était à l'Assemblée nationale. Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez?
Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. La majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées. Une réflexion qui devrait pouvoir rassembler largement dans cet hémicycle. Alors travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble. Je vous remercie. Non mais vous, l'Italien, Paolo, vous comprenez ce psychodrame à la française, là? On fait de tout un psychodrame ici. C'est pire qu'en Italie, en fait, non? Ben si, je le comprends, parce que, hélas, j'ai vécu ce psychodrame. Mais non! Directement. Oui, c'était en 2017. Un vrai chemin de croix dans... Regardez bien le visage de Paolo quand il dit ça. À Paris, à l'époque, j'avais besoin d'arrondir mes fins de mois et j'avais sous-loué mon appartement à des backpackers, à des touristes qui m'ont ramené cette bestiole des États-Unis, voilà, vous avez de été New York. Et j'ai été puni très lourdement, Anaïs, je vous l'assure. Je m'en suis sorti 3 mois après un chemin de croix terrible. Et vous avez été piqué? Ma copine de l'époque a été piquée. De l'époque. Et elle n'est pas revenue. On a déménagé dans un... Vous avez dû déménager? Oui, on a dû être exfiltré parce que l'appartement était complètement... Mais je vous crois pas. Et j'ai acheté cet instrument. Moi, chaque jour, pendant 3 mois, je m'habillais tel un Ghostbusters. Sous une palandrane, une sorte de scaphandre géant, et avec un pistolet qui s'appelle Vaporetto. Et merci l'Italie qui a inventé cette machine extraordinaire, une sorte de pistolet. Et tous les jours, je crachais comme dans un avec ce karcher de vapeur, je crachais cette vapeur brûlante sous mon lit, dans chaque fissure partout, parce qu'on n'en venait pas à bout. Et ça a été très dur, ça a été très très cher à extirper. Et donc je comprends tout à fait le psychodrame qu'aujourd'hui touche la population française. Et c'est aussi quand même une année particulière. Il va y avoir dans quelques mois les JO de 2024. Donc tous les yeux vont être braqués sur Paris. Paris va être aussi, devoir recevoir des centaines de milliers de c'est vrai qu'entre les rats, les poubelles, les et donc, je suis absolument d'accord avec le fait de ne pas prendre à la légère cette alerte. C'est un peu toujours l'État nounou, l'État qui doit... Oui, alors moi, oui, parce que j'ai regardé, j'ai fait une petite recherche et j'ai une bonne nouvelle pour notre Superman italien anti-punaise de lit, Paolo Levi. C'est qu'en France, à la différence des autres pays européens qui ont aussi des punaises, mais ici, il y a une proposition de loi. Il y avait même une proposition de loi anti-punaise de lit avant cette épidémie actuelle de punaises. C'est-à-dire qu'en France, tout revient à l'Assemblée nationale, on l'a vu avec Mathilde Panot, et c'est par la grâce de la loi que les punaises vont être éradiquées. Donc, Paolo, c'est à l'hémicycle qu'il faut aller et que tu témoignes de ton expérience devant sans doute la commission ad hoc qui va te recevoir. Allez, il y a un comité interministériel, comme toujours en France. Allez, une pause. Et dans un instant, on continue avec les punaises de lit. À tout de suite sur RTL. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Anaïs Bouton, ils refont la France sur RTL. Ce morceau qui s'appelle Les punaises du trio à cordes Helico, qui est merveilleux. Allez, je suis avec Birgit Holzer, Richard Verly, Juan José Dorado, Paolo Levi et Cassandre Janin. Birgit, alors... Paolo nous a confié son épisode punaise de lit qui a fait partir votre copine quand même, non? Non, enfin, mais on est partis les deux. Vous êtes partis les deux. On ne pouvait plus vivre dans cet appartement. C'est vrai. Et Birgit, vous en avez eu aussi? Oui, moi je pourrais jamais le raconter de manière aussi théâtrale, que Paolo, mais j'en ai eu aussi, et effectivement c'est vraiment un poids psychologique. Parce que moi un monsieur est venu 3 fois, et la 3e fois il m'a dit que c'est dans ma tête en fait, parce qu'ils sont déjà partis, il les a déjà éradiqués, mais moi je pensais toujours être poursuivi par ces punaises, et je pense que moi j'ai bien aimé cette phrase d'un spécialiste que j'ai entendu cette semaine qui a dit ils ont infesté les réseaux sociaux, et c'est ça en fait, ils s'infestent dans les réseaux, dans nos têtes, ils ont là aussi bien sûr. Et cela dit, quand je préparais dans le bureau l'émission tout à l'heure avec Marion Calais, on a parlé des punaises, donc tout le monde a commencé à se... Oui. Non mais c'est vrai, c'est dingue. Alors vous, Cassandre, vous avez fait un petit tour sur ces bestioles qui posent des problèmes
et qui pose parfois des problèmes à des gouvernements. Une gagnante, mais alors dont on se serait bien passé, écoutez bien, la fourmi de feu. Oui, une espèce très invasive qui est arrivée jusqu'à nous. Laissez-moi vous faire les présentations. C'est un véritable torrent de soldats armés d'une piqûre ardente, pouvant également dévorer leurs victimes jusqu'à l'os. Isabelle Choquet vous l'ai présentée il y a quelques jours dans RTL Bonsoir. Elle mesure quelques millimètres, nous brûle la peau et détruisent les écosystèmes. Les fourmis de feu sont déjà un fléau dans de nombreux pays et le Japon a décidé de lutter avec des chiens renifleurs capables de flairer les insectes à 50 mètres. Le ministère de l'Environnement prévoit de mener une phase de test à Tokyo ce mois-ci et s'il s'avère concluant, le dispositif sera déployé dans tout le pays. Et alors à Singapour, c'est une toute autre espèce qui fait des ravages. La loutre, moi j'adore les loutres, je trouve ça trop mignon. Bah ouais, mais détrompez-vous, elles bloquent la circulation, pillent les bassins privés de leurs poissons pour se nourrir et s'en prennent même aux humains. Un touriste britannique s'est fait mordre 26 fois en 10 secondes alors qu'il se promenait dans un jardin de la cité-État. Plus de 300 plaintes ont été déposées l'année dernière. Donc pour lutter, le Conseil des parcs nationaux a relocalisé les petits mammifères loin des quartiers résidentiels. Mais ça ne semble pas suffire pour le moment. Ils ne font pas de loi, Richard. C'est pas parti à l'Assemblée encore. Et vous vouliez nous parler aussi des chats, Cassandre ? Moi, vouloir être un chat. Oui, bah non, nous pas vouloir être chat, en tout cas pas en Australie. Alors c'est vrai qu'ils sont tout mignons quand ils ronronnent dans le canapé. Mais alors en Australie, c'est une toute autre affaire. Les chats errants sont responsables de la disparition de 9 millions d'animaux. Alors le gouvernement a décidé d'en venir à bout avec des robots équipés d'intelligence artificielle. Dès qu'ils détectent le félin, ils projettent un gel mortel. L'animal se lèche, l'avale et s'empoisonne. Et le gouvernement ne s'arrête pas là puisque le nombre de chats par ménage a été limité. Un couvre-feu mis en place pour qu'ils ne sortent pas des maisons après une certaine heure. Et certains États prévoient même un confinement total. Merci Cassandre. On se demande si le plus grand nuisible est pas plutôt celui qu'on croit. Paolo, vous n'avez pas de chat ? Non. Ouais. Bon, cette histoire de punaise, on va voir comment ça se règle. On va voir ce qui va sortir du conseil interministériel d'aujourd'hui qui se tenait à Matignon pour savoir si on va vraiment légiférer. Quel beau peuple quand même, le peuple français. Si les punaises sont vraiment françaises, elles devraient arriver à l'Assemblée nationale un jour. Il y en a peut-être déjà des punaises à l'Assemblée nationale. Allez, une pause et dans un instant... Au cas où ça vous aurait échappé, et ce qui n'est pas possible si vous avez écouté RTL aujourd'hui, il y a rugby. Et pardon Paolo, mais allez les Bleus sur RTL. Forza Azzurri. Jusqu'à 20h, ils refont la France avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h, ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec moi, Richard Verly, Juan José Dorado, Paolo Levi et Birgit Holzer. Il regarde à droite, à gauche, il y va tout seul. Il peut donner dans la foulée à Astoy qui passe, Astoy qui marque. Première essai français d'Antoine Astoy. Oh, ça fait du bien. Oui, c'est rugby ce soir. L'équipe de France affronte l'Italie, Paolo, ce vendredi à Lyon. Dernier match de poule avant les quarts de finale. En cas de victoire, les Bleus verront l'écart. Mais dans le cas contraire, les hommes de Fabien Galtier sont éliminés. L'enjeu est énorme, Richard Verly. Oui, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a trouvé en France cette nouvelle figure, Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, dont on sait qu'il a été donc blessé lors du dernier match. Je crois qu'il sera sur les bancs, il ne sera pas sur le stade aujourd'hui. Et c'est très, très étonnant comment ce garçon, dont moi je ne connaissais pas le nom, je ne suis pas spécialiste de rugby, est devenu vraiment une figure emblématique, un peu comme Zidane l'est pour le football. Et au fond, il ressemble au rugby, Antoine Dupont. Il a cette carrure, il incarne quelque chose. Donc ça, c'est le côté assez formidable d'une compétition, de faire émerger une figure de ce type. Alors après, est-ce qu'il peut à lui seul incarner l'équipe et le destin du rugby français? Bien évidemment non, il y a tous les joueurs, mais je trouve que c'est une belle histoire et il faut la saluer. Et voilà, allez les Bleus. Vous savez qu'on a un héros en France, ce qui était, je crois que c'est Gottlieb qui l'a dessiné, qui s'appelait Super Dupont. Pour vous, Antoine Dupont, c'est le nouveau Super Dupont. Alors, le coach Fabien Galtier était vraiment inquiet pendant la conférence de presse, on écoute. C'est une équipe latine, c'est une équipe qui est blessée et nous pensons que c'est pas loin d'être la
plus grande difficulté qu'on va avoir affronté des Latins qui ont été blessés. On s'entend un match très très difficile. C'est vous le Latin blessé, Paolo Levi. Est-ce que vous allez regarder ce match avec moi ou pas? Mais écoutez, volontiers si vous voulez, Anaïs, mais il faudra aller... Où ça? Place de la Concorde, parce que ce soir, c'est vraiment le jour J et la pression monte. De toute façon, entre la France et l'Italie, peu importe le sport, c'est toujours une finale, parce que c'est presque un derby. Et donc, l'Italie a beaucoup évolué dans le rugby. Et bien sûr, on n'a pas la tradition et la puissance et la force de frappe de la France, qui a beaucoup plus de culture que nous. Mais ces dernières années, l'équipe d'Italie a énormément progressé. Et donc, on y va avec grande humilité. Grand cœur. Dans un grand cœur, comme tout le temps en Italie, parce que c'est surtout l'amour che move il sole e l'altre stelle, disait Dante, qui est le père de la langue italienne. Cela signifie que c'est l'amour qui fait bouger les étoiles et tout le reste. Et donc, c'est un pays qui est dirigé par l'amour tout le temps. Et ce soir, je pense qu'il mettra l'amour dans ce match aussi. Et que le meilleur gagne. Moi, je suis un peu tiraillé. D'un côté, j'espère bien sûr que les Italiens gagnent. De l'autre, ça me serait très triste de voir la France éliminée dans un mondial qu'elle organise elle-même. Donc, j'espère un jour qu'on pourra former une seule équipe franco-italienne pour jouer. Oui, parce que vous, les Espagnols, vous n'êtes pas menacés d'élimination, puisque vous n'y êtes même pas. Hein. On était qualifiés, mais c'est vrai qu'il y a les Portugais, des tricheurs, qui ont porté plainte contre nous auprès de la Fédération internationale. Et c'est l'Espagne qui a été éliminée, donc on a été saqués du mondial. C'est les Portugais qui sont venus, donc on est fâchés tout au long du mondial avec les Portugais, mais juste tout au long du mondial. Mais c'est quand même magnifique, le besoin qu'a la France d'avoir un homme providentiel. À une époque, vous avez raison, c'était Zinedine Zidane, il était parti de l'équipe de France, mais il est revenu et voilà, il a sauvé l'équipe de France. Et là, vous avez besoin d'Antoine Dupont. Mais vous avez une équipe de France qui est merveilleuse, qui depuis plusieurs mois est au plus haut, qui joue très bien, qui a de l'intérêt. Vous avez plusieurs Dupont, en fin de compte. Donc, vous n'avez pas besoin de cet homme providentiel qui va être effectivement sur le bon touche. Mais permettez-moi de vous dire que ce soir, je serai plutôt Azzurri. Grazie. Il est tout seul, le pauvre. Sa copine est partie, il est tout seul. Mais je reste avec lui aujourd'hui. Birgit, 6 Français sur 10 disent suivre tout ou partie de la compétition. C'est plus que pour la Coupe du Monde de football en Qatar l'hiver dernier. Est-ce que vous comprenez cet engouement français? Vous, l'Allemagne, ça vous dit rien le rugby? C'est pas du tout, non. On n'a jamais été qualifié à aucune Coupe du Monde en Allemagne. Mais depuis que je suis en France, je suis intriguée et fascinée par cet amour des Français pour ce sport de gentleman, même si... Non, on dit que c'est le sport des gentlemen pratiqués par les voyous, ça c'est le foot, et le sport des voyous pratiqué par des gentlemen, c'est voilà, donc on apprend que c'est le meilleur des deux. En tout cas, c'est ce qu'on croit apprendre quand on vit en France, et je trouve ça génial, effectivement, cet engouement pour un autre sport que le foot, parce que chez nous, effectivement, c'est foot. Donc, ça fait du bien. Richard, il n'y a pas d'équipe en Suisse? Non, le rugby... Pourquoi c'est le sud-ouest, en fait? Enfin, si on parle de l'Italie, c'est plus que le sud-ouest, d'ailleurs. Mais... En Suisse, le rugby n'est pas un sport, je dirais, populaire. Il y a quelques équipes, mais qui ne sont pas de niveau international. Je n'en connais pas la raison, parce qu'il y a eu beaucoup d'Anglais qui viennent en Suisse. La Suisse est une destination populaire. On aurait pu penser qu'ils auraient apporté le rugby avec eux, mais je crois que ça n'a pas été le cas. Mais je voudrais dire que cette émission est terriblement injuste. Vous imaginez, je ne pourrai jamais dire que la Suisse est gouvernée par l'amour. Personne ne me croit. Il n'y a que Paolo. Mais non, c'est Dante. C'est la fin de la Divine Comédie. Et l'Italie est gouvernée par l'amour, et que c'est pour ça que vous allez vous consoler demain, et que tout ira bien, parce que il vous reste l'amour quand on n'a que l'amour, dit le poète. Merci à tous les 4. Ils refont la France revient vendredi prochain, même heure, 19h10. Vous pouvez retrouver l'émission sur rtl.fr et sur l'appli. Dans un instant, on refait la Coupe du Monde de rugby avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Mais avant, l'essentiel de l'actualité avec Rachel Sadodine.